Ça y est, nous voilà au terme de ce voyage. C'est le moment de la grande synthèse, le moment où toutes les pièces du puzzle de la transformation vont enfin s'assembler. Et attention, le passage est de taille. On va passer du rôle d'un simple acteur à celui de créateur souverain de notre propre réalité. On va commencer très fort avec cette phrase. Et ce n'est pas juste une provocation pour faire joli. Non, c'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. L'idée, c'est que l'éveil, ce n'est pas une destination lointaine à atteindre. C'est une vérité à réaliser, ici et maintenant. On est déjà le chemin. Et c'est là, vraiment, que tout commence. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va le faire en 5 étapes. D'abord, on va toucher à la vérité sur la conscience. Puis, on verra le mécanisme concret pour créer sa réalité. Ensuite, on n'échappera pas au chemin de l'ombre avant d'aborder ce qu'est la véritable maîtrise. Et pour finir, le but ultime, la souveraineté, l'unité, enfin réconciliée. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Première étape, et pas des moindres, comprendre la nature même de la réalité, et donc de notre véritable identité. On va parler de la conscience unique. D'abord, c'est quoi le soi? Ce n'est pas la personnalité, ce ne sont pas les pensées, et ce n'est certainement pas le corps. Toutes les traditions de sagesse le décrivent comme la pure conscience. Ce témoin silencieux qui est là, qui observe, quand on est éveillé, quand on rêve, et qui demeure même dans le sommeil le plus profond. C'est le socle, le fondement immuable de notre être. Et la différence entre le corps et le soi, elle est radicale. Le corps, c'est un véhicule. Il est temporaire, il est limité. Le soi, lui, est décrit comme un champ quantique, éternel, la substance même de la réalité, que la mort ne peut absolument pas altérer. Pour le dire plus simplement, le corps est ce que l'on a, le soi est ce que l'on est. Et cette citation de Ramana Maharshi, elle résume ça à la perfection. L'idée de « moi, notre ego », ce n'est en fait qu'une pensée. Oui, c'est la première, celle qui va enclencher toutes les autres. Mais ça reste une construction du mental. Le véritable soi, la pure conscience, existe bien avant cette pensée, bien avant l'ego. Le point crucial, c'est donc de réaliser que notre identité profonde précède le mental. Ok, maintenant qu'on a posé cette vérité fondamentale, passons à la pratique. Si nous sommes cette conscience créatrice, comment ça marche? Concrètement, comment est-ce qu'on passe de la simple observation à la création de notre réalité? Alors là, attention, c'est un principe qui vient de la physique quantique et qui change absolument tout. On a longtemps cru que l'observateur ne faisait qu'influencer ce qu'il regardait. Mais la réalité, elle est bien plus vertigineuse que ça. L'acte même d'observer fait émerger la matière à partir d'un champ infini de possibilités. Notre conscience n'est pas passive. Elle est l'architecte de ce que nous expérimentons. Alors, comment on fait pour créer consciemment? Les sources décrivent un processus en 3 temps. D'abord, l'imagination. On forme une intention claire, on devient comme le potier qui modèle l'argile de la réalité. Ensuite, et ça c'est la clé, le sentiment. Il faut ressentir l'état désiré comme s'il était déjà là, comme si c'était déjà un souvenir. Et enfin, le détachement. On lâche prise, on arrête d'attendre nerveusement et on passe à une confiance calme, ce qui permet à l'univers de livrer le résultat. Et cette citation, elle est juste parfaite pour ça. La manifestation, ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas une compétence qu'on améliore à la salle de sport. C'est un changement de fréquence. C'est un basculement vers une réalité parallèle où notre désir est déjà la norme. Le but, c'est de s'aligner, pas de forcer. Bon, là on pourrait se dire, si on est les créateurs de notre réalité, pourquoi est-ce qu'on se crée des épreuves, du chaos? C'est parce que le chemin n'est pas une jolie ligne droite. Pour maîtriser ce mécanisme, il faut d'abord aller voir et intégrer les aspects les plus difficiles de nous-mêmes, ce qu'on appelle notre ombre. Avant de continuer, posons-nous une question fondamentale, une question vraiment importante. Sur ce chemin spirituel, quel est l'obstacle le plus subtil, le plus dangereux? Et voilà la réponse. Le plus grand piège, c'est l'ego spirituel. L'ego ne va pas disparaître comme par magie, il est incroyablement rusé. Il peut s'emparer de tous les concepts spirituels, se draper dans un magnifique costume de sage, tout en continuant à servir ses propres intérêts. Face à ça, la sincérité et l'humilité sont nos seules boussoles. Une autre erreur classique, ce serait de voir les expériences négatives comme des punitions. En réalité, ce sont des messagers. La douleur, le chaos, l'inconfort, ce sont des signaux qui nous montrent où est-ce qu'on doit porter notre attention. Ils ne sont pas là pour nous détruire, mais pour catalyser notre croissance. Carl Jung l'avait parfaitement compris. On ne peut pas transformer l'obscurité en lumière juste en y pensant très fort. La transformation, la vraie, elle exige de traverser les émotions, même les plus difficiles. C'est le carburant alchimique du changement. Les fuir, c'est tout simplement stagner. Une fois qu'on a traversé ces épreuves, on arrive à la question de la maîtrise. C'est quoi la véritable réalisation? Ce n'est pas une expérience qui arrive une fois par an. C'est une discipline de chaque instant.
Le but du jeu, finalement, ce n'est pas d'avoir des éclairs de génie ou des expériences mystiques de temps en temps, c'est d'établir ce qu'on appelle un vécu constant. C'est un état où la conscience est établie en permanence dans le soi, de manière stable, authentique, de seconde en seconde, sans jamais faillir. Et c'est là qu'on voit bien la différence entre deux manières de savoir. La compréhension intellectuelle, c'est utile, mais ça reste un concept, une idée sur la vérité. On peut l'oublier. Le vécu constant, lui, est dynamique. C'est être la vérité. Ce n'est plus une connaissance que l'on possède, c'est ce que l'on est à chaque instant. Pour décrire cet état, les maîtres utilisent une métaphore magnifique. La conscience doit couler comme un filet d'huile, de manière continue, compacte, sans la moindre petite interruption. C'est le passage d'une conscience fragmentée à une présence unifiée et ininterrompue. Et nous voilà à la dernière étape, l'aboutissement de tout ce parcours, la souveraineté. C'est la synthèse de tout ce qu'on a vu, un état d'unité où toutes les contradictions sont enfin réconciliées. Dans la tradition védantique, on a un terme pour ça, le Jivan Mukta, qu'on pourrait traduire par le libéré vivant. C'est un être qui a pleinement réalisé sa nature divine, le soi, tout en continuant à vivre et à agir dans le monde. Il n'est plus identifié à son corps ou à son mental. Son existence devient simplement un instrument, un véhicule pour l'expression de la conscience universelle. Et le point crucial de cet état, c'est la réconciliation de deux pôles qui semblaient opposés. C'est la formule ultime « je suis lui », c'est la reconnaissance de notre identité absolue avec la source, la gnose, et en même temps son serviteur. C'est l'humilité et la dévotion dans notre vie de tous les jours en agissant au service de cette même source. C'est la fin de la dualité. Et c'est là qu'on découvre ce qu'est la vraie liberté. Ce n'est pas de s'échapper du monde, de fuir la vie ou de s'isoler dans une grotte. C'est une présence radicale, un engagement total et authentique avec chaque instant. C'est une volonté de vivre pleinement, mais depuis un centre de paix et de connaissance qui, lui, ne bouge jamais. Et voilà, la boucle est bouclée. Si on n'est plus sur le chemin, mais qu'on est le chemin, alors la question change complètement. Ce n'est plus comment est-ce que j'y arrive, la question devient maintenant où est-ce que je choisis d'aller. La création redevient un choix conscient à chaque instant.